Constant America produit et fournit une vaste gamme de produits utilisés pour le lavage et l'assainissement dans votre usine. La division alimentaire de Constant America vous propose une formation sur les notions du lavage et de l'assainissement. La compétence visée à la fin de cette formation est de comprendre l'impact du lavage et assainissement sur la qualité des aliments. La formation sera divisée en 4 blocs. Quelques notions du ASEP, quelques notions de microbiologie, le lavage et l'assainissement, et les règles de sécurité. Veuillez être attentif et n'hésitez pas à prendre des notes tout au long de la formation car elle sera suivie d'un questionnaire. Ceci a pour but de confirmer que vous avez atteint les objectifs visés par cette formation. Quelques notions du ASEP. La qualité des produits fabriqués fait la renommée de votre entreprise. Au cours de la dernière décennie, plusieurs outils sont venus améliorer les contrôles sur la production des aliments et ainsi garantir la salubrité de ceux-ci. ASEP est l'un de ses principaux outils. ASEP est un acronyme anglais qui signifie Hazard, Analysis, Critical, Control, Point. En français, cela peut se traduire par l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques. Ce concept axé sur la prévention fut élaboré et mis au point au début des années 60 lors des premières missions spatiales. La NASA voulait un programme d'élimination des dangers qui pouvait du même fait garantir la salubrité des aliments consommés par les astronautes dans l'espace. Maintenant reconnues à l'échelle mondiale, les usines de transformation alimentaire bénéficient de plusieurs avantages du concept ASEP, parmi lesquels favoriser le commerce international, diminuer le gaspillage de produits, offrir une garantie universelle. ASEP est un système axé sur la prévention. Il s'adapte facilement à tous les types de transformation. Ce concept nous permet de diminuer et de prévenir les risques qu'un danger engendre des dommages aux consommateurs. Selon leurs origines, les dangers sont divisés en 3 catégories: biologiques, physiques, chimiques. Le premier danger est d'ordre biologique. Une plaie ouverte, une maladie virale ou la présence de certaines bactéries telles que la salmonelle et la listeria en contact avec l'aliment peuvent entraîner chez le consommateur des infections ou intoxications alimentaires. Le risque de contamination biologique est causé de manière générale par des micro-organismes et leurs toxines dits pathogènes, donc ayant la capacité de provoquer des maladies et dans certains cas, la mort. Le second danger est d'ordre physique. La présence d'un morceau de verre, de métal ou de plastique dans l'aliment risque d'entraîner chez le consommateur une contamination dite physique. Les conséquences peuvent être des coupures, des dysfonctionnements du système digestif ou respiratoire et même la mort. Le troisième danger est d'ordre chimique. Un produit de nettoyage mal rincé, des produits de maintenance non approuvés, une concentration d'assainisseurs trop élevée ou la présence d'allergènes tels que les arachides peuvent entraîner chez le consommateur une contamination dite chimique. Les conséquences peuvent être des empoisonnements ou des réactions allergiques graves et même la mort. Plus de 95% des dangers reliés à la consommation d'aliments sont d'origine biologique. Quelques notions de microbiologie. Étant donné que 95% des dangers reliés à la consommation d'aliments sont d'origine biologique, entrons dans l'infiniment petit. Un micro-organisme est un organisme microscopique vivant. Pour pouvoir l'observer, nous devons utiliser un microscope et le grossir 1000 fois. À titre d'exemple, une mouche grossie autant de fois mesurerait plus de 9 mètres. Les bactéries, les levures, les moisissures et les virus sont les principaux micro-organismes responsables des contaminations alimentaires. Les virus. Les virus sont les plus petits micro-organismes vivants et contrairement aux autres, ils ont obligatoirement besoin d'un autre pour se reproduire. Tous les virus sont pathogènes, donc ils peuvent provoquer des maladies et dans certains cas, la mort. Les bactéries. Les bactéries sont 1000 fois plus grosses que le virus. Elles peuvent être utiles dans certains cas, tels la fabrication de certains produits de la boulangerie, de produits laitiers fermentés tels que le fromage, le yogourt et la crème sûre. D'autres bactéries peuvent être nuisibles car elles sont responsables d'une multitude de dégradations de l'aliment, comme le limonage des viandes, le lait suri, le ramollissement des fruits et légumes, ainsi que l'apparition des mauvaises odeurs. Certaines bactéries peuvent être pathogènes. Les levures. Les levures sont généralement plus grosses que la majorité des bactéries. Les levures peuvent être utiles ou nuisibles. Les utiles sont utilisés pour les fermentations industrielles, comme la fabrication de la bière, du pain et du yogourt. Les nuisibles vont nuire à la qualité des aliments en les altérant. Les moisissures.
Les moisissures sont les plus grosses des 4 micro-organismes. Leur facilité d'adaptation leur permet de se reproduire rapidement. Elles peuvent être utiles pour la fabrication de fromage, ainsi que certaines viandes, et nuisibles car elles altèrent la qualité des aliments et peuvent nuire à la santé des consommateurs. Environ 99% des dangers biologiques sont dus aux bactéries. Les bactéries, comme tout être vivant, doivent se reproduire. Certaines le font lentement, d'autres par contre le font à une vitesse fulgurante. Le processus de multiplication, appelé fission binaire transverse, permet à la bactérie de se scinder en deux toutes les 15 minutes. Par exemple, si nous avons 10 bactéries au départ, après 15 minutes, nous aurons 20 bactéries. Après 30 minutes, nous aurons 40 bactéries. Après 45 minutes, nous aurons 80 bactéries. Et après 1 heure, nous aurons 160 bactéries. Afin de se reproduire à cette vitesse, les bactéries ont besoin de milieux qui favorisent leur croissance. Bien que les micro-organismes n'aient pas les mêmes besoins pour se reproduire, il est important de savoir que nous retrouvons 6 facteurs qui influencent la qualité et la vitesse de reproduction des micro-organismes. Humidité, oxygène, température, protéines, acidité, temps. Voyons-les un à un. Humidité. Les micro-organismes, tout comme les humains et les aliments, sont constitués en majeure partie d'eau. Cependant, cette eau doit être disponible pour que les micro-organismes puissent utiliser. La quantité d'eau libre présente dans les aliments ou contenue dans l'air ambiant influencera donc la croissance des micro-organismes. Une eau stagnante dans un bac ou sur une table, par exemple, est donc un milieu parfait pour leur croissance. Oxygène. Les micro-organismes sont classés selon leurs besoins en oxygène. Voici les 3 groupes. Aérobie stricte. Ils ont un besoin absolu d'oxygène. Anaérobie stricte. Ils doivent être privés d'oxygène. Aérobie facultatif. Ils peuvent se développer avec ou sans oxygène. Nous retrouvons la majorité des bactéries pathogènes dans ce dernier groupe. Température. La plupart des micro-organismes préfèrent des températures se situant entre 4 et 60 degrés Celsius. C'est pour cette raison que cette zone est considérée comme une zone de danger. Protéines. Bien qu'ils n'aient pas tous les mêmes besoins, les micro-organismes ont besoin de nutriments. Plus l'aliment contient de protéines, plus il y a un risque qu'il soit attaqué par des micro-organismes. Acidité. La mesure de l'acidité est possible avec le pH. Le pH est représenté par une échelle de 1 à 14. Entre 1 et 7, nous retrouvons les acides tels que le vinaigre. Entre 7 et 14, nous retrouvons les alcalins ou les bases tels que le lait. 7 est neutre tel que l'eau. La plupart des bactéries préfèrent un pH relativement neutre, soit de 6,5 à 7,5. Cependant, il y a certaines bactéries qui parviennent à se multiplier dans un milieu dont le pH varie entre de 4,5 et 9. La majorité des aliments que l'on retrouve sur le marché se situent dans ce créneau. Temps. Comme nous avons dit auparavant, le temps joue un rôle très important dans la reproduction des micro-organismes. Plus le temps s'écoule, plus les micro-organismes peuvent se multiplier. Nous venons de voir les 6 facteurs de croissance des micro-organismes. Plus il y a de facteurs de croissance disponibles pour les micro-organismes, plus le risque de contamination est grand. Nous savons maintenant que les outils tels que le HACCP nous aident à gérer les risques qu'un danger survienne. Nous savons aussi que 95% des dangers sont d'origine biologique et de ces 95%, 99% sont d'origine bactérienne. Nous avons vu comment elles se reproduisent ainsi que les facteurs qui leur permettent de le faire. Maintenant, quels sont les moyens de contrôle des risques de contamination? Le lavage et l'assainissement. Plusieurs moyens de contrôle sont mis en place afin de diminuer le plus possible les risques de contamination par les micro-organismes. 3 de ces moyens de contrôle nous permettent entre autres de ralentir le processus de reproduction ou de diminuer le nombre de micro-organismes. Voici 3 moyens de contrôle qui nous permettent de ralentir le processus de reproduction ou de diminuer leur nombre. Le traitement par le froid, le traitement par le chaud, le lavage et l'assainissement. Le traitement par le froid. Comme nous avons discuté dans le bloc précédent, la reproduction des micro-organismes est soit ralentie ou arrêtée par le froid. Le traitement par le chaud.
Un traitement par le chaud, par exemple la cuisson entre 65 et 75 degrés Celsius, détruit les micro-organismes présents dans les aliments. Le lavage et l'assainissement. Le lavage et l'assainissement amènent à un niveau acceptable le nombre de micro-organismes. Le lavage et l'assainissement sont un bon moyen de contrôle, mais pour qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils soient bien faits. C'est ce que nous allons tenter d'établir au cours de ce bloc. Commençons par la première étape, le lavage. Le lavage ou le nettoyage, c'est le procédé qui nous permet de décoller et de mettre en solution les dépôts organiques ou inorganiques présents sur les surfaces. Afin d'effectuer un nettoyage efficace, plusieurs facteurs doivent être considérés avant de déterminer le type de nettoyage ainsi que les produits à utiliser. Parmi ces facteurs, nous retrouvons entre autres le type de souillure, le type de matériau et la conception ou le type d'équipement. Le type de souillure. Nous classons les souillures en deux catégories, soit organiques ou inorganiques. On parle de souillure organique lorsque celle-ci est d'origine animale comme le gras, le sang et la protéine ou végétale comme les fruits et légumes. De leur côté, les souillures inorganiques sont des dépôts de minéraux comme le calcaire, la rouille, le fer et les sels minéraux. Le type de matériaux. Nous retrouvons plusieurs matériaux dans les usines de transformation comme l'acier inoxydable, le plastique, l'aluminium, le cuivre, l'acier galvanisé, le ciment et le caoutchouc. Chacun de ces matériaux a ses avantages et ses désavantages. Deux points sont considérables lors du nettoyage. La porosité du matériau ainsi que sa sensibilité à l'oxydation. Un matériau poreux sera plus difficile à nettoyer car il absorbe les souillures. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer le plastique, le caoutchouc et le ciment. Un matériau sensible à l'oxydation risque d'être corrodé par des acides ou des alcalins forts. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer l'aluminium et l'acier galvanisé. Un matériau non poreux ainsi qu'une grande résistance à l'oxydation rend le nettoyage plus facile et efficace. L'acier inoxydable est reconnu pour sa résistance et sa facilité à être nettoyé. Malgré qu'il ne soit pas inaltérable, il reste néanmoins le matériau idéal dans les usines de transformation alimentaire, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de son entretien et de son nettoyage. Le type d'équipement. S'agit-il d'un équipement électronique ou délicat? Faut-il effectuer un démontage? L'équipement est-il grand, petit, vertical? Vous comprendrez que nous n'utilisons pas les mêmes procédures pour tous les équipements. Voici les questions qu'il faut se poser avant de débuter le nettoyage. Voyons pourquoi. S'agit-il d'un équipement électronique ou délicat? Un équipement électronique, tel une balance, sera nettoyé manuellement à l'aide d'un vaporisateur et d'un linge propre. Un contact avec un jet d'eau, même à basse pression, peut lui être fatal. Une fois nettoyé, il est préférable de le sortir du secteur à nettoyer ou du moins de le recouvrir d'une pellicule de plastique. Faut-il effectuer un démontage? Il est important d'effectuer un démontage requis et ce lors de chaque nettoyage. Un équipement avec des pièces mobiles peut cacher plusieurs joints et vis où les résidus et les micro-organismes peuvent se loger. Le démontage vous permet d'accéder à ces points inaccessibles ou difficiles d'accès. L'équipement est-il petit, grand, vertical? Plus l'équipement est grand, plus il faut faire attention lors de l'application des produits afin qu'il n'ait pas le temps de dessécher sur les surfaces. Si la surface est trop grande, nous vous suggérons d'appliquer les produits par section. Un petit équipement demandera des attentions particulières, étant donné qu'il risque d'avoir des endroits difficiles d'accès, créant ainsi des points morts. Une surface verticale demande aussi une attention lors de l'application des produits, car les produits auront tendance à descendre avant d'agir complètement. L'accès peut également être limité par des structures, telles des tuyauteries sur un mur. Une fois que vous avez identifié ces 3 points, le type de souillure, le type de matériau et le type d'équipement, vous serez plus en mesure de choisir le produit à utiliser parmi les différentes gammes de produits. Les acides, les alcalins, les dégraissants neutres, les oxydants et les enzymes. Commençons par une comparaison des deux premiers, les acides versus les alcalins. Les acides sont utiles pour éliminer les souillures de nature inorganique ou sec. Les alcalins forment la majorité des savons. Ils agissent à titre de dégraisseurs. Ils sont utiles pour éliminer les souillures